Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'ai un Q&A pour vous aujourd'hui, donc j'ai plusieurs questions qu'on m'a envoyées. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler de quelque chose, d'un sujet important dont j'ai discuté avec un de mes clients cette semaine et j'ai envie d'en parler aussi avec vous parce que je pense que c'est quelque chose d'important à considérer et de commencer à maîtriser, à planter des petites graines dans notre cerveau pour pour se faciliter la vie, en fait. Pour se faciliter la vie, l'apprentissage de nouvelles habitudes, d'une nouvelle routine. Et ce sujet, c'est le changement de comportement. Donc, quand on veut changer de comportement, quand on veut bâtir des nouvelles routines, une routine plus saine, des habitudes un peu plus saines. Je vais prendre l'exemple facile de faire du sport plus souvent, faire du mouvement plus souvent. Et j'aime bien y réfléchir comme ça. C'est-à-dire que changer de comportement, c'est changer d'identité. Changer de comportement, c'est changer d'identité. Chaque fois qu'on a un comportement désiré, donc qu'on va faire du sport, par exemple, si on est quelqu'un qui veut devenir quelqu'un qui fait du sport régulièrement, chaque fois qu'on a un comportement désiré, qu'on va faire du sport, c'est une pierre qu'on ajoute à notre nouvelle identité, à cette identité à laquelle on aspire. James Clear parle même de vote en faveur de la personne qu'on a envie de devenir. Comme un vote, moi j'aime bien l'idée de la pierre qu'on ajoute à cet édifice. Parce qu'au fond, quand on se dit « Ah, il faut que je fasse du sport plus souvent. Ah, il faut que je me couche plus tôt. Ah, il faut que je mange un peu mieux. » Au fond, on a envie d'être le genre de personne qui fait ça. On a envie de changer notre identité pour devenir le genre de personne qui fait du sport 3 fois par semaine, par exemple, et pour qui c'est automatique, elle se pose pas de questions, c'est pas un combat à chaque fois de trouver le temps et la motivation pour aller faire du sport 3 fois par semaine. C'est son identité, c'est une personne comme ça, c'est une personne sportive. Du coup, à partir de là, on peut reverse engineer, on peut prendre le problème à l'envers et se demander, ok, que fait une personne comme ça? Que fait dans ma tête une personne qui est sportive, par exemple? Quels sont les comportements qu'elle a et qui sont potentiellement différents des miens? Par exemple, cette personne-là, cette personne sportive qu'on s'imagine, elle va peut-être avoir tendance à bloquer du temps à l'avance dans sa semaine, dans son planning, pour ses séances de sport, au lieu d'espérer trouver le temps et la motivation à un moment donné. Parce qu'elle sait que c'est compliqué et que sûrement qu'elle n'aura pas la motivation 3 fois par semaine, ou sûrement que y a des choses qui vont, si elle garde son planning de livres, il y a des choses qui vont venir s'il faut filer et elle trouvera pas le temps. Donc elle bloque le temps pour ses séances de sport en début de semaine ou le week-end d'avant, peu importe. Ou cette personne, elle va peut-être aussi préparer son sac de sport la veille au soir, si elle compte aller faire du sport le lendemain matin au réveil. Parce que elle sait que le matin au réveil, elle risque d'avoir la flemme. Mais si son sac de sport est déjà préparé et que tout est déjà fait, qu'il y a juste à se lever, sortir de la maison et aller à la salle, par exemple, ça sera plus facile. Ou bien elle va prendre son sac de sport avec elle quand elle va au travail parce qu'elle sait que voilà, sur le chemin du retour, elle va pouvoir passer à la salle de sport et que ce sera plus facile que la perspective de rentrer chez soi et se remotiver à sortir après pour aller à la salle de sport, par exemple. Elle va peut-être aussi, cette personne, s'entourer de gens pour qui faire du sport régulièrement, c'est la norme. C'est quelque chose d'accepté, d'acceptable et de même de glorifier. Alors que si elle sait que si elle s'entoure de gens qui ont tendance à sortir beaucoup, à manger un peu n'importe quoi, à se laisser vivre et à juger les gens qui vont faire du sport régulièrement comme ah là, super, celui-là il fait que ça, c'est toute sa vie, il sait pas s'amuser, par exemple. Elle sait que ça l'aidera pas à sa motivation. Donc, c'est plein de petits comportements comme ça qu'une personne qui a cette identité va adopter. Et quand on commence à développer ces petits comportements, on va doucement mais sûrement devenir une personne comme ça. Il n'y a pas de gens à la base sportifs et d'autres non sportifs. C'est juste une identité qu'on va développer
grâce à ces comportements. Et c'est pour ça que j'aime bien cette idée dans mon travail avec mes clients de me dire, OK, quand on change de comportement, on change d'identité. Et quand on veut changer d'identité, on doit changer forcément ses comportements. Les deux vont ensemble. Et c'est une idée qui est importante. Je parlais de ça avec mon client parce que une étape importante de l'établissement de ces comportements, à mon sens, c'est de célébrer chacun de ces accomplissements, chaque fois qu'on adopte un de ces comportements. La semaine dernière, dans l'épisode de la semaine dernière, je parlais de se récompenser quand on accomplit quelque chose. Donc, je disais par exemple, on peut aller s'acheter un gâteau à la boulangerie, ou on peut, voilà, on peut se faire plaisir, se faire une récompense. Mais ça peut être simplement de prendre un temps pour reconnaître ce qu'on a fait avant de passer à la suite. Et dans le cas de mon client avec qui je viens de discuter, il me disait, ouais, j'ai plutôt tendance à passer à la suite, à me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ensuite? Ok, quelle est ma prochaine tâche sur ma to-do list? Ok, j'ai fait mon sport et ensuite. Et je discutais de ça avec lui et puis il me disait, oui, effectivement, ce serait pas une mauvaise idée pour moi de prendre ce moment de ok, j'ai fait ça, c'est cool quand même, c'est un vote en faveur de la personne que je veux devenir, c'est une pierre ajoutée à l'édifice de ma nouvelle identité de personne qui a une routine plus saine. Et le fait de reconnaître ces accomplissements, c'est solidifier cette fondation qu'on est en train de bâtir vers notre nouvelle identité. On renforce notre motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est celle qui est la plus importante, c'est celle où on fait les choses pour soi et non pas pour obtenir la validation des autres. Du coup, voilà. Du coup, j'avais envie de vous parler de ça, de voir un petit peu, de planter des petites graines dans votre cerveau pour réfléchir, que vous réfléchissiez à ça, que vous vous dites, ok, la personne que j'aimerais devenir, mon moi idéal de dans 6 mois, 1 an, qu'est-ce que cette personne ferait comme comportement au quotidien? Qu'est-ce qui lui faciliterait la vie aussi? Parce que ça c'est un tout autre sujet encore, mais bien souvent, ce qu'on pense être de la discipline, de la volonté, c'est simplement de s'être bâti un environnement qui favorise ces comportements désirés. Donc, je vous parlais par exemple de s'entourer d'une communauté, de gens autour de nous qui valorisent ce genre de comportement plutôt que de gens qui vont juger les gens qui vont faire du sport. On peut bien s'imaginer que c'est beaucoup plus facile de trouver la motivation de faire du sport régulièrement quand on a autour de soi des gens qui se disent « Ah ouais, c'est super, tu vas faire du sport. Moi aussi, hier, à la salle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Il y a beaucoup moins de motivation, beaucoup moins de volonté à aller puiser en soi plutôt que de se dire « Bah, tout le monde s'en fout autour de moi que j'aille faire du sport. » Donc, l'important d'avoir une bonne communauté. Et encore une fois, le fait de préparer son sac la veille, tout ça, c'est aussi une façon de court-circuiter un peu cette nécessité d'avoir de la volonté le matin au réveil quand c'est le plus difficile. On a déjà tout préparé, donc c'est plus facile. Donc on modifie son environnement pour se rendre la vie plus facile. Et une fois qu'on a accompli ces comportements désirés, on prend un moment pour les célébrer, ne serait-ce qu'intérieurement ou bien en partageant avec cette communauté dont je parlais. Mais juste le fait de s'arrêter un moment pour se dire « Ok, j'ai fait ça pour mon futur moi, pour ma nouvelle identité. » Et c'est cool. Donc on prend le temps de célébrer chaque pas dans la bonne direction, de quelque manière que ce soit. Ok, on passe aux questions. Alors, longue question, mais excellente question qui arrive. Accrochez-vous. Après une longue période très compliquée, là je sors de 2 semaines qui pourraient être juste trop géniales. Mon enfant est pas malade, j'ai bien bossé, j'ai des belles routines de yoga, j'ai passé un super week-end. Et le soir, j'arrive quand même à me taper des sacrées angoisses existentielles et des gros coups de stress. Non seulement c'est stressant, mais en plus je m'en veux d'être comme ça, au lieu de juste profiter du week-end. Je ne sais pas, si c'est justement parce que je suis dans une période calme que des questions profondes surgissent, mais c'est assez usant. Est-ce que l'anxiété, c'est causé par un contexte ou c'est dans notre nature? Là, j'ai un peu l'impression que c'est comme une mauvaise habitude qui viendra
toquer à la porte régulièrement, quoi qu'il arrive, ou que de toute façon, si j'ai un temps calme, il y aura bien un sujet d'inquiétude qui viendra pointer le bout de son nez. C'est possible de prendre du recul sur tout ça, moins entrer dans ces engrenages-là. On peut éviter nos inquiétudes qui émergent pendant les soirées et week-ends pour en profiter plus sereinement. Quelle question, quelle multiple question dans cette question. Et c'est une question que j'adore, c'est une interrogation que j'ai eue et que je continue d'avoir régulièrement. Donc, c'est un work in progress aussi dans mon cerveau. Mais j'ai quand même passé pas mal de temps à réfléchir là-dessus, donc ça m'a inspiré plein de choses. J'aime bien parce qu'en plus, après m'avoir posé cette question, elle m'a dit « Oh, mais en fait, t'avais déjà répondu à ça dans le podcast 83. » Donc, vous pouvez aller écouter le podcast 83 si c'est pas encore fait, puisque je parle de ça un petit peu déjà là-bas. Mais moi, quand j'ai lu la question, je me suis même pas dit oh tiens, j'en ai déjà parlé il y a 3 podcasts. Je me suis dit ah ouais, ça m'inspire plein de choses et plein de choses nouvelles. Donc voilà, donc je vais le développer, répondre d'une manière un peu différente bien sûr, même complètement différente. Notamment à la question sur l'anxiété. Est-ce que c'est causé par un contexte ou est-ce que c'est dans notre nature? Et j'ai envie de répondre ni l'un ni l'autre, mais aussi un peu des deux. En fait, j'aime pas l'idée que l'anxiété est dans notre nature parce que le fait de se dire que l'anxiété est dans notre nature, ça a un côté immuable. C'est comme ça, c'est là. Je suis quelqu'un d'anxieux, c'est ma nature, je ne peux rien y faire. Il faut juste que j'accepte que je suis quelqu'un d'anxieux, je serai toujours quelqu'un d'anxieux et y a rien à y faire. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce qu'on se colle soi-même cette étiquette et ensuite on se crée un biais de confirmation en se disant, dès qu'on va sentir une inquiétude poindre le bout de son nez, on va se dire ah bah voilà, je suis anxieuse, c'est normal. Maintenant, mon anxiété a monté, je vais paniquer toute la soirée, mon week-end est gâché parce que l'anxiété est là et il y a rien que je puisse faire et je serai anxieuse cette semaine et je serai anxieuse la semaine prochaine, etc. Donc on se crée ce biais de confirmation de ah bah oui c'est là parce que évidemment je suis anxieux. Et on se retrouve dans cette prophétie autoréalisatrice où on se gâche nous-mêmes notre week-end parce qu'on s'attend à ce qu'il soit gâché. Finalement, on se dit ah bah oui, forcément, je suis anxieuse donc je vais anxier tout le week-end. C'est ma nature. Et je parle de ça en connaissance de cause parce que j'ai reçu un diagnostic d'anxiété généralisée il y a de cela de nombreuses années par un psychiatre. Et ce diagnostic donc qui était officiel ou ça m'a vachement soulagée, ça m'a rassurée sur le moment. D'un côté, ça m'a soulagée parce que il a posé un nom sur ce que j'avais et une reconnaissance que j'étais pas folle, qu'il y avait bien quelque chose qui n'était pas tout à fait normal dans ma façon de vivre, de faire l'expérience de la vie en fait. Et ça a été très rassurant de me dire ok, c'est un syndrome, c'est quelque chose de connu, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose, potentiellement le guérir. Enfin, voilà, il y avait cette rassurance qu'on peut avoir quand on se fait poser un diagnostic sur quelque chose qui nous embête. Et d'un autre côté, c'était aussi une malédiction pour les raisons que je viens de décrire. Parce que d'un seul coup, je voyais toute ma vie sous le prisme de ce diagnostic, en fait. Et à chaque fois que j'avais justement une inquiétude qui venait poindre, je me disais, ah voilà, c'est mon anxiété généralisée, c'est comme ça que je suis, et donc voilà. Donc, tout ce dont je viens de parler. Donc je préfère maintenant m'éloigner de ce diagnostic et m'éloigner de cette étiquette, de cette idée que l'anxiété est dans ma nature. Et je fais plus attention à dire moins souvent que je suis anxieuse. Et plutôt parler de tendance. J'ai une tendance à l'anxiété. Parce que ça sert pas non plus à grand chose de nier cette tendance. Certes, j'ai pas envie de me balader avec cette étiquette de anxieuse sur la tête. Cela dit, ça veut pas dire que je nie le fait que je suis anxieuse ou que j'ai de l'anxiété et que c'est une tendance que j'ai et qui du coup est ton cas aussi
personne qui a posé la question. On a une tendance, on a une faiblesse, on a quelque chose vers lequel on va glisser facilement, mais c'est pas notre nature. C'est pas notre nature. Comme tu le dis, c'est un peu comme une mauvaise habitude. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit ça, que tu as l'impression que c'est une mauvaise habitude qui va revenir régulièrement quoi qu'il arrive et que dès que tu as un temps calme, pouf, ça va remonter. Et ce qu'il y a de bien avec les mauvaises habitudes, c'est qu'elles ont une fonction. On n'est pas fou. L'être humain n'est pas fou. Il ne fait rien sans raison. Et notre cerveau, de même, notre cerveau n'est pas complètement chaotique dans la plupart des cas. En tout cas, il a une raison pour faire ce qu'il fait. Et dans le cas de l'anxiété, cette mauvaise habitude, elle a une fonction de protection. C'est comme d'autres mauvaises habitudes. Par exemple, la tendance à manger un paquet de Prince de Lu quand on traverse un moment stressant, ça nous apaise. C'est une mauvaise habitude, certes, mais ça a une fonction, ça nous apaise. On mange pour de la comfort food, quoi. On se conforte. On se réconforte même. La tendance à fumer une clope quand on est en soirée, c'est aussi apaisant. Ça nous donne une contenance, ça nous donne un petit shot de nicotine quand on est stressé parce qu'on est en milieu social. Ça a une fonction, même si on sait que c'est pas très bon pour nous. Ça a une fonction. On le fait pas. Personne ne fume une clope pour le plaisir de se détruire la santé. La tendance à s'abrutir devant des séries le soir au lieu d'aller dormir, ça a une fonction également. Ça nous apaise également. Ça nous empêche de penser. Ça nous empêche de nous confronter à des choses qui sont un peu trop lourdes à gérer, surtout le soir avant de dormir. Quand on est fatigué, il y a l'émotionnel qui vient et qui prend beaucoup de place. Donc on sait qu'on devrait dormir, on sait qu'on ne devrait pas regarder des séries en boucle et que ça nous empêche même peut-être de dormir. Mais c'est plus réconfortant que l'inverse, que de ne pas le faire. Donc la tendance à l'anxiété, paradoxalement, ça nous apaise aussi en fait. Parce que quand on essaye de prévoir l'avenir, quand on réfléchit à tout ce qui pourrait mal se passer, c'est une tentative de contrôler l'incontrôlable. Ça nous donne l'illusion de pouvoir prévenir des blessures potentielles futures. Ça nous donne l'illusion qu'on fait quelque chose de productif parce qu'on est déjà en train de planifier, on organise des choses, on est dans notre tête certes, mais et c'est stressant et c'est angoissant et c'est frustrant, mais on fait des choses et on essaye de protéger notre nous du futur. Donc à mon sens, le meilleur moyen de commencer à ne plus entrer à ne plus se laisser prendre dans ces engrenages-là, le meilleur moyen de commencer à prendre de la distance, c'est de comprendre ça, de reconnaître que ces travers, ils nous apportent quelque chose, ils nous apportent un apaisement, ils nous apportent un réconfort, ils nous apportent ce que vous voulez. Ils nous apportent quelque chose. Et on veut essayer de comprendre ce que ça nous apporte, justement. De voir si ensuite, il y a d'autres approches qu'on pourrait prendre pour s'apaiser, pour obtenir ces bienfaits, sans devoir ressasser ou en résoudre, en se retourner vers ces habitudes, ces mauvaises habitudes qui ne nous servent pas autant qu'on le souhaiterait. Et puis de savoir que c'est un penchant qu'on peut surveiller, mais que c'est pas immuable, qu'on peut y faire quelque chose, qu'on peut travailler dessus, qu'on peut s'apaiser de manière plus saine, qu'on peut, voilà, que c'est possible et que c'est pas une fatalité. Voilà, c'est pas une fatalité. Donc maintenant, quand j'ai des moments où l'anxiété est forte, quand je le sens, je me dis déjà que c'est temporaire, que l'anxiété, certes, elle est là, elle va monter, elle va faire son chemin et puis elle va partir. C'est l'histoire de quelques heures, d'une journée, de deux, que voilà, c'est temporaire. Ça va me bouffer un petit peu et ça va me demander un peu d'énergie, ça va me demander de gérer ça, mais c'est temporaire, ça va partir. Et que je me dis également que je sais que mon cerveau essaye de me protéger.
il essaye d'attirer mon attention sur quelque chose. Et ça peut paraître bête, mais je lui promets que ça va aller. En fait, je lui promets qu'on va gérer. On a surmonté plein de choses. On peut surmonter ça aussi. Ça va bien se passer, en gros. Ça peut paraître bête de se parler comme ça à son cerveau, mais c'est réconfortant. Voilà, justement, c'est apaisant. C'est apaisant. Et c'est une autre manière d'apaiser son cerveau que de ressasser, de tourner en boucle sur ses idées et cette anxiété. Donc, on peut également respirer et on peut également utiliser tous les outils qu'on a appris pour la régulation émotionnelle via le yoga, entre autres, la respiration, le mouvement, la pleine conscience, donc tous ces outils que je partage avec mes clients et qu'on peut trouver dans le yoga et autres. On utilise tout ça pour réguler le système nerveux. On se parle, on essaye de se comprendre et on ne se juge pas. Voilà, on ne se juge pas. Très important. Très important. Parce que en fait, tu en parlais, tu disais que tu culpabilisais de pourrir toi-même tes week-ends. Et évidemment, j'ai envie de t'encourager à ne pas culpabiliser, même si je sais que c'est difficile. Mais voilà, avoir ça comme un signal d'alarme de ton cerveau, en fait, comme une tendance qu'on a, qui est pas immuable et sur laquelle tu travailles déjà. Ok. Dernière question. Vaut-il mieux se réveiller tous les jours à la même heure et avoir un temps de sommeil différent chaque nuit, ou avoir un temps de sommeil fixe et changer son heure de réveil en fonction? Eh bien, idéalement, on aurait la même heure de lever-coucher et le même temps de sommeil tous les jours. Évidemment, idéalement, on veut tendre vers ça. C'est clairement la recommandation, le consensus en la question. C'est super important d'avoir la même heure de lever et de coucher tous les jours, même le week-end. Et ça, c'est chaud. Et ça, c'est chaud. Et oui, pas de grasse mat le week-end, pas de couche tard le week-end. On veut essayer de garder en tout cas le rythme aussi régulier que possible, même si voilà, on n'est pas là pour souffrir non plus, on veut vivre, on veut avoir une vie sociale, on veut faire des choses. Donc il n'y a pas question de perfection, mais c'est ce vers quoi on veut tendre. Maintenant, je sais que avec certains métiers notamment, c'est impossible. C'est impossible parce que on peut faire on peut avoir des rythmes un peu dissolus comme ça. Donc spontanément, et je dis ça voilà, avec mes qualifications de maîtrise en psychologie et de prof de yoga, c'est-à-dire pas grand chose. Ouais, je m'intéresse un peu au sommeil et je l'ai étudié un peu, mais je ne suis pas une scientifique. Spontanément, j'ai envie de dire qu'il faut privilégier la quantité de sommeil dans tous les cas, parce que la grande majorité des gens ne dort pas assez et même en état vraiment de privation de sommeil. Pour discuter avec beaucoup de gens et leur demander combien d'heures ils dorment par nuit, je vois que la tendance est très très basse quand même, et très très basse. Alors évidemment, j'ai aussi beaucoup de clients qui sont jeunes parents, donc ça n'aide pas. Mais même, enfin, j'ai eu des clients dans le domaine médical, par exemple, et des infirmières, et elles sont incroyables, et c'est incroyable qu'elles arrivent à tenir avec si peu de sommeil, en fait. Mais voilà, c'est le travail en fonction des professions qu'on a, le sommeil est allègrement sacrifié. Et on peut se dire aussi à quel point c'est terrifiant, en fait, de se dire que si ça se trouve, quand on va à l'hôpital, on se fait opérer et notre chirurgien, si ça se trouve, il dort 5 heures par nuit. Et on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est hyper dangereux, en fait. Mais bon. Donc oui, mieux vaut dormir plus si on le peut.
vaut mieux privilégier le temps de sommeil, la qualité du sommeil plus que le rythme. Mais je vais nuancer quand même, parce que je pense que ça va aussi dépendre des gens et de l'amplitude en termes d'heures de coucher et de lever. C'est-à-dire, est-ce que, enfin, quand tu parles de te lever et de te coucher à des heures différentes, est-ce que c'est 2 heures plus tard ou est-ce que c'est 6 heures plus tard? Et bon, là, c'est chaud, quoi. Donc, faut essayer. Il faut voir ce qui te fracasse le moins. Il faut essayer. Voilà, je dirais quand même spontanément la quantité d'heures de sommeil, c'est ce qui va t'apporter le mieux. Mais autant que possible, privilégier la régularité dans les oreilles, dans les horaires de coucher et de lever, parce que c'est ce qui permet de régler notre cycle circadien et donc d'avoir le moins de mal possible à trouver le sommeil quand on va se coucher. Si on a des heures des heures de sommeil, des heures de coucher, des heures de lever qui se décalent, notre rythme circadien, le relâchement de la mélatonine, tout ça, ça va être complètement perturbé et tu vas avoir du mal en fait à t'endormir quand il est temps d'aller au lit quand tu veux. Et c'est tout simplement le même genre de système que quand on a un jet lag, quand on voyage loin, on a le décalage horaire. Je me souviens, j'ai passé mon adolescence en Martinique et à chaque fois que j'allais en Martinique, que je revenais, c'était plus dur. Quand je revenais en métropole, euh, j'arrivais pas à dormir avant 3 heures du matin parce que pour moi, il était 21 heures. Et là, c'est pareil. En fait, quand on ne va pas se coucher à des heures régulières, on se donne en gros un décalage horaire tout seul comme un grand. Et ça devient difficile d'avoir un sommeil de qualité et régulier. Donc voilà, faut voir comme dit, l'amplitude. Si tu parles d'un décalage de 2 heures, bah privilégie les heures de. Non, je sais plus où je voulais en venir, mais bref, t'as compris. Privilégier le temps de sommeil. Voilà. Ça va être mon dernier mot, Jean-Pierre. Sinon, je vais y passer 5 heures. Ok, eh ben écoute, on est bon pour aujourd'hui. On a répondu à toutes les questions. J'espère que c'était intéressant. J'espère que vous avez eu plein de, comme je disais, des petites graines dans votre cerveau qui vont fleurir, bourgeonner. En plus, c'est bientôt le printemps. Et vous encourager, vous inciter à prendre mieux soin de vous. Au sujet du sommeil, d'ailleurs, je vais le mettre dans les notes de l'épisode, j'avais fait un guide pour un meilleur sommeil de 7 jours avec des mini-séances de yoga pour se détendre le soir, ainsi que des conseils avec toutes mes connaissances sur le sujet du sommeil, distillés dans ce petit guide gratuit. Alors n'hésitez pas à aller le voir, n'hésitez pas à aller le prendre. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions, de nouvelles réflexions. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.